Cet anime suit la vie d'un aspirant samouraï nommé Shine. Nous sommes en 1564 et il se cache dans des buissons avec l'intention d'abattre des bandits sur la route. Son rêve est de devenir un héros célèbre, mais il s'arrête soudainement lorsqu'il entend les bandits se disputer avec deux personnes. L'un d'eux est un esprit renard nommé Tama et l'autre est un garçon nommé Tinka qui se présente comme le frère cadet de Tama. Tama affronte les bandits, leur disant d'arrêter de vivre comme des bandits et de trouver un travail plus honnête. Les bandits se moquent de la fille qui essaie de leur faire la leçon et dégainent leurs épées, exigeant qu'elle leur remette tous ses objets de valeur. Tinka, sans prévenir, frappe l'un des bandits avec son bâton en disant qu'il ne supporte plus d'entendre autant de bêtises. Il jette ensuite 3 talismans sur le sol, prétendant qu'il s'agit d'excuses. Dès que les talismans touchent le sol, un sort est activé et absorbe le pouvoir spirituel de la terre. Puis, 3 points de bronze géants apparaissent de nulle part, frappant violemment les bandits, les renversant et les assommant. Tama n'est pas contente de ce que Tinka a fait et le frappe, lui demandant comment ils vont trouver l'emplacement du chef des bandits maintenant. Malgré sa frustration, elle se rend compte que se plaindre ne servira à rien. Si seulement toutes les femmes étaient comme ça, mais parce qu'elle est différente de toute femme normale, Tama décide d'aller de l'avant. Shine, qui a tout observé, est impressionné par les pouvoirs surnaturels dont il vient d'être témoin et décide de les suivre pour en savoir plus. Et bien que Tama détecte leur présence, elle décide d'abord de l'ignorer. Et lorsqu'ils font une pause près d'une rivière, Tama se lasse d'être surveillée et décide d'agir. Elle ramasse une pierre et la jette dans les buissons, lui décochant un joli tir à la tête, ce qui l'oblige à se révéler. Il se présente et demande quelle technique ils ont utilisée pour vaincre les bandits. Jinka répond que ce n'est pas son affaire et essaie de partir. Mais Shine propose de leur parler de la cachette du chef des bandits en échange d'en savoir plus sur eux. Jinka se présente alors comme un guerrier sage et Tama comme un esprit renard qui est sa sœur aînée jurée. Shine se met à rire, pensant qu'il plaisante. Mais Tama le menace rapidement d'un sort, disant qu'elle transformera une branche en serpent s'il continue. Shine, terrifié, la supplie de l'épargner. Tout cela sans se rendre compte que le serpent n'est qu'un tour de magie. L'accord conclu, Shine les conduit à la cachette du chef des bandits et souligne que leur chef est l'homme portant un casque de samouraï. Jinka prévient Shine de rester en arrière car il est faible. Cependant, Shine, indigné, crie, disant qu'il est assez fort pour vaincre le chef d'un seul coup. Son cri attire l'attention des bandits qui encerclent rapidement les envahisseurs. Tama tente de résoudre la situation de manière pacifique. Elle s'approche du boss et essaie de parler à tout le monde, lui demandant, ainsi qu'à sa bande, d'abandonner leur vie de criminels et de devenir de bonnes personnes. Mais les bandits avancent pour tenter de l'attaquer. Jinka, à son tour, intervient en balançant son bâton et en repoussant les ennemis. Pendant ce temps, Tama esquive les attaques, restant en dehors du combat. L'un des bandits tente d'attaquer Shine par derrière, mais est renversé par un autre qui a été projeté en l'air. Profitant du moment, Shine rengaine son épée et, d'un seul coup, il détruit l'épée, le casque et la tête du bandit. Plein de confiance, il avance contre le boss, mais est surpris lorsque 2 bras géants émergent du casque, bloquant son épée. Le boss révèle alors sa véritable forme, un esprit monstrueux. Tama et Jinka reconnaissent immédiatement qu'ils ont affaire à l'esprit. Tama demande à Jinka s'il peut le vaincre, et il dit oui, à condition qu'il utilise son pouvoir. L'esprit l'attaque en premier, puis Tama lui mord la main, permettant à son énergie spirituelle de s'échapper avec son sang. Jinka suce ensuite le sang et l'énergie, transformant Tama en une forme humaine temporaire, et même alors en un esprit renard surpuissant. Le chef spirituel ordonne aux bandits d'attaquer, mais Jinka les renverse facilement, simplement en balançant son bâton. Lorsque l'esprit essaie de le frapper avec ses bras géants, Jinka esquive et saute pour contre-attaquer. Et bien que l'esprit essaie de résister, Jinka augmente sa force et le renverse, divisant son casque en deux. Il inverse ensuite sa transformation, revenant à sa forme normale aux côtés de Tama. Enfin, il envoie les âmes de l'ancien esprit et de l'humain qui le contrôlait dans l'au-delà. Jinka, encore choqué par tout ce qu'il a vu, demande à Tama pourquoi ils font ça. Elle explique qu'elle aime les humains et qu'elle se consacre donc à éliminer les personnes maléfiques, qu'elles soient des esprits ou des humains. Jinka, de son côté, dit qu'il aime les esprits et déteste les humains, mais qu'il suit Tama comme son petit frère. Elle déclare qu'ensemble, ils sont les frères et sœurs qui ont réformé le monde, ce qui laisse Shine complètement perplexe. Plus tard, à l'auberge, les trois entendent un fermier se plaindre du monstre gigantesque qu'ils ont vu ce matin-là. Il dit qu'il a engagé un moine guerrier pour s'occuper de la créature, mais il a été tué sans même pouvoir l'égratigner. Le fermier lui montre un dessin du monstre, une créature avec 2 paires de bras musclés géants et un seul œil sur son corps. Les moines guerriers qui l'accompagnent reconnaissent la créature comme étant Shako et sont furieux d'apprendre que leur collègue a été tué. Ils se préparent à chasser le monstre, tandis que Shine, inquiet, craint que les moines ne prennent Tama pour l'esprit maléfique. Cependant, elle le rassure en lui expliquant que les moines guerriers n'attaquent que les esprits qui menacent les humains. Elle demande à Shine pourquoi il les suit et il invente rapidement une excuse, disant que ce n'est qu'une coïncidence et s'endort. Dinka est irrité contre lui, mais Tama accepte que le garçon ait du potentiel. Le lendemain matin, Shine se réveille un peu tard et découvre que les frères spirituels et les moines guerriers ont déjà quitté l'auberge. Il court après eux et trouve les 2 groupes se regardant avec des regards de pure hostilité. Il décide alors de se cacher et d'observer la situation dans son ensemble. Les moines guerriers se disputent avec Dinka, qui croit qu'un monstre appelé Shako a peut-être déjà tué des humains, mais ce n'est pas une raison suffisante pour le traquer. Tama l'interrompt avant qu'il ne s'énerve trop et demande aux moines s'ils connaissent une raison pour laquelle le monstre Shako attaque les humains. Les moines prétendent qu'ils ont reçu l'ordre de tout garder secret et les 2 parties sont dans une impasse. Soudain, un bras musclé gigantesque apparaît derrière Shine. Il panique lorsqu'il réalise qu'il s'agit du monstre Shako. Les moines se précipitent pour l'affronter et l'un d'eux pousse Shine en sécurité. Les moines utilisent leur pouvoir spirituel pour essayer de maîtriser le monstre,
monstres, mais ils ne sont pas assez forts. Le monstre Shako se libère d'Izamar et les repousse. Tama demande alors à Dinka d'aider les moines. Dinka avance contre le monstre, le frappe avec son bâton et esquive habilement ses coups. Il lance plusieurs talismans dans les airs, invoquant ses bras de bronze qui retiennent Shako. Mais alors qu'il est sur le point de porter le coup final, il ressent quelque chose d'étrange. C'est à ce moment-là qu'il ramasse les deux moines inconscients et s'enfuit à une vitesse impressionnante, laissant Shine derrière lui. Ou alors Shine court désespérément après eux. Et donc il s'arrête dans une cabane dans la forêt pour se reposer. Et Shine demande comment Dinka parvient à ne pas avoir l'air fatigué après avoir porté deux adultes et avoir couru autant. Tama commente qu'il est spécial et mentionne que son maître l'a entraîné très durement et très dur. Et renforce le fait que Dinka peut gérer beaucoup de choses difficiles sur son dos. Les moines sont choqués d'apprendre que le maître de Dinka est Koko, un guerrier légendaire qui a vaincu d'innombrables entités maléfiques. Mais Tama ne rate pas l'occasion et exige que les moines révèlent tout ce qu'ils savent sur Shako. Un moine senior, décide de dire la vérité. Il explique que Shako est un humain spirituellement amélioré créé par le temple d'Angé. Le temple a essayé de transformer les humains à haut potentiel spirituel en esprits artificiels pour augmenter leur force de combat. Mais le monstre originaire d'une fille a fini par perdre le contrôle, s'est échappé et a tué tous les habitants d'un village pour se venger. Shine est furieux en entendant cela car il a grandi en croyant que les faibles ne méritent pas de vivre et a juré de devenir fort à tout prix. Il saisit le col d'un gars et lui demande comment ils ont osé transformer une fille en monstre. Les moines répondent que Shako était complètement inutile et que le temple lui offrait un endroit où vivre. Et maintenant, avec des centaines de morts à son actif, ils n'ont d'autre choix que de l'éliminer. Tama intervient, disant à Shine d'arrêter et disant aux moines qu'elle et Jinka s'en occuperont. Un gars ne veut pas accepter, mais il finit par céder. Les frères spirituels combinent donc leur pouvoir pour effectuer la transformation spirituelle. Tama gémit un peu tandis que Jinka absorbe son pouvoir, se transformant en un esprit renard surpuissant. À ce moment-là, Shako apparaît et Jinka passe immédiatement à l'attaque. Et malgré l'utilisation de toute sa force, Jinka est incapable de causer des dégâts significatifs. Et Shako contre-attaque, le renversant d'un coup et se préparant à tirer un canon spirituel. Jinka réagit rapidement, invoquant un coup de poing en bronze qui détruit l'attaque de Shako. Et le fait même au bon moment. L'attaque détruit les parties monstrueuses de Shako, sauvant la fille humaine à l'intérieur. Un Shine curieux s'approche de la fille, tandis que les moines déclarent qu'ils la ramèneront au temps. Un Shine outragé est presque sur le point de tirer son épée contre eux. Mais Jinka abandonne, admettant qu'il n'a aucune chance contre Jinka. Tama vérifie Shako et prévient les moines qu'ils seront punis pour avoir mené des expériences humaines illégales. Jinka essaie de discuter, mais Jinka leur assure qu'il peut vaincre seul les 300 moines du temple si nécessaire. Lorsque Shako se réveille, elle ne se souvient de rien après avoir été emmenée au temps. Elle raconte comment elle rentrait chez elle avec des légumes lorsque son père l'a vendue à un moine. Il lui a promis de lui donner un endroit où vivre et assez de pouvoir pour cesser d'être victime d'intimidation. Son dernier souvenir est d'avoir été endormie dans les montagnes. Jinka lui explique tout ce qui s'est passé et Tama la réconforte en lui disant qu'elle n'a plus besoin de s'inquiéter. Après cela, Shako conduit le groupe au siège du temple. Jinka est prête à affronter les moines, mais Tama lui demande de simplement les effrayer et de leur faire une conférence. Ils entrent dans le temple et les moines guerriers menés par un gars attaquent Jinka. Il utilise une ruse, les laissant frapper une poupée de papier à sa place. Et le vrai Jinka apparaît sur le toit, invoquant un énorme point de bronze qui renverse plusieurs moines. Un gars sort un pistolet ancien et tire sur Jinka dans la jambe. Malgré cela, Jinka se déplace à grande vitesse, vainquant les moines un par un. Alors qu'il se prépare à attaquer un gars, une équipe de moines rassemble de l'énergie pour un canon spirituel et le surprend en le frappant de plein fouet. Le résultat est une explosion gigantesque, mais Jinka va parfaitement bien. Il souffle la fumée de l'explosion, puis attaque les moines avec son bras de bronze géant. Tama et les autres observaient le combat à distance, et elle a utilisé ses oreilles de renard pour remarquer que Jinka avait déjà franchi la porte et était entrée dans le temple. Shine est curieux, car il pensait qu'elle s'était transformée en humaine lorsqu'elle a donné son pouvoir à Jinka, et elle lui montre qu'elle a deux paires d'oreilles, dont des oreilles humaines et des oreilles de renard, qui servent de rappel pour ne pas oublier qui elle est vraiment. Pendant ce temps, le Jinka s'approchait du laboratoire secret du temple lorsqu'un groupe de prêtres supérieurs arriva sur les lieux. Le prêtre en chef, Yansen, vit le Jinka et n'était pas content que les moines à l'entrée laissent entrer un simple garçon comme lui. Il n'avait pas prévu de le combattre, et envoya à la place un autre moine, qui se transforma en gobelin. Il bondit vers le Jinka et l'attrapa. Le moine gobelin essaya de l'étrangler, mais le Jinka transforma l'une de ses queues en bras de bois et l'attrapa. Il étrangla le moine monstrueux, mais à ce moment-là, il avait déjà perdu beaucoup d'énergie spirituelle. Inka et son partenaire s'y rendirent et demandèrent au Jinka pourquoi il était si intéressé à attaquer leur laboratoire. Mais le Jinka réalisa qu'ils essayaient juste de gagner du temps pour que les renforts arrivent. Cependant, il avait aussi besoin de se reposer, alors il les obligea. Le Jinka déclara qu'il était là pour voler leur matériel de recherche afin de perfectionner la technique de transformation spirituelle de son maître. Il veut devenir un véritable esprit, contrairement à sa transformation temporaire actuelle ou à la mauvaise technique utilisée par le moine plus tôt. Avec cela, il s'est suffisamment reposé et se dirige vers l'installation secrète, mais en chemin, il rencontre Jansen qui monte la garde. Le Jinka saute haut dans les airs et se prépare à détruire le bâtiment, mais soudain, le bâtiment commence à trembler et à s'élever au-dessus du sol. Il s'avère qu'un esprit de pierre gigantesque a fusionné avec les fondations du bâtiment et, sous le commandement de Jansen, il frappe le Jinka dans la montagne voisine. En conséquence, sa transformation spirituelle est annulée et lorsque Tama retrouve son apparence normale, elle craint que le Jinka
soit inconscient ou mort. À ce moment-là, un autre prêtre arrive, déterminé à ramener Shako au temple. Il est également un humain spirituellement amélioré et se transforme en un hybride de loup et d'ours. Ces mots résonnent avec Shako, et soudain, les souvenirs de l'époque où elle était un humain spirituellement amélioré reviennent. Shine entre en action pour sauver tout le monde et s'agenouille, suppliant le prêtre loup de les laisser partir, car ils ne sont qu'un groupe de voyageurs ordinaires qui n'ont aucune idée de ce qui se passe ici. Il lâche ses griffes et Shine le serre dans ses bras, le suppliant toujours de les épargner. Tama lui dit de partir, mais il lui demande de courir ou de le sauver. Le prêtre monstrueux décide de le tuer, mais soudain, le bras de Shako se transforme en sa forme de monstre. Elle dit à Shine de reculer, puis frappe le prêtre monstre avec un coup de poing puissant qui l'envoie voler. Shako peut à peine se contrôler et se souvient maintenant de tous les actes horribles qu'elle a commis quand elle était un monstre. Elle a tué les gens qui la maltraitaient et a même tué son père Cupid. Ce souvenir de cela la fait pleurer, puis elle s'enfuit. Shine essaie de la poursuivre, mais Tama l'arrête, disant qu'il vaut mieux laisser Shako gérer seul ses souvenirs douloureux. Malgré cela, Shine décide de l'aider et part à sa poursuite. Après avoir été laissé seul, Tama se souvient de la mort d'un vieil ami qui lui a appris à quel point les humains sont fragiles et à quel point cela la dévastait. D'un autre côté, Jinka rêve aussi du passé lorsqu'il s'entraînait avec un guerrier légendaire. Il avait un monstre à fourrure comme ami et gardien qui a été tué par des humains. Jinka fut dévasté lorsqu'il entendit cela et découvrit que l'humain qui avait porté le coup final à son ami était toujours en vie. Submergé par la haine et la rage, il partit en quête de vengeance. Et lorsqu'il tua l'homme, son rêve se termina et il se réveilla dans une petite flaque d'eau. Il trouva un morceau de tissu devant lui et le prêtre Yanzen lui parla à travers. Il fut impressionné par le fait que Jinka ait pu résister à un coup de l'esprit du château et promit de mettre fin à ses jours bientôt. De retour dans la forêt, Shine chercha Shako lorsqu'il trébucha soudainement sur une racine d'arbre et roula jusqu'au bord de la falaise où Shako était assise. Elle s'enfuit dès qu'elle le vit et lui demanda de ne pas s'approcher d'elle car elle était un monstre et une meurtrière. Shine dit qu'elle n'avait rien à voir avec ça car les choses se sont produites alors qu'elle était hors de contrôle. Mais Shako se rappelle calmement qu'elle a pris la main du prêtre noir quand il lui a offert son pouvoir et c'est pourquoi elle se sent responsable de la mort de tout le monde. Mais Shine lui demande ce qu'il y a de mal à vouloir du pouvoir. Soudain, le rocher sous ses pieds se fissure et il glisse de la falaise. Il s'accroche comme si sa vie en dépendait et au lieu de l'aider, Shako s'enfuit. Les rochers se brisent encore plus et Shine tombe. Heureusement, la chute est courte donc il ne meurt pas. Tama vient le voir et l'empêche de poursuivre à nouveau Shako et lui demande pourquoi il est si inquiet pour elle. Et il se souvient de l'avoir vu pleurer et cela lui donne une sorte de douleur dans la poitrine, alors il pense qu'elle ne devrait plus jamais être seule. Il dit que les esprits comme Tama ne peuvent pas comprendre les sentiments humains et commence à la poursuivre. Mais elle le frappe avec un bâton et dit que Shako est parti de l'autre côté. Alors, il court après elle ensemble. De l'autre côté, Jinka essaie de rattraper Tama quand de nulle part, Shako passe à côté de lui. C'est à ce moment que Shine apparaît et arrange. Shako menace de le poursuivre en justice pour harcèlement, mais il dit qu'il n'existe pas encore de procès dans ce monde. Il lui dit alors qu'il est juste pour elle de chercher des car les faibles sont toujours opprimés et que ce n'était pas de sa faute si elle a été soumise à des expériences illégales. Il se met à pleurer, disant qu'elle n'a rien fait de mal, et Shako devient également émotive quand elle le voit. Alors qu'ils pleurent et se tiennent la main, Tama et Jinka se souviennent des amis qu'ils ont perdus. Tama demande à Jinka de réfléchir aux amis qu'ils avaient et de se rendre compte que tous les humains ne sont pas mauvais. Tama invite ensuite Shako à les rejoindre, mais Jinka ne pense pas qu'il soit prudent de les laisser les accompagner car les assassins de Time Dangé sont assez trousses. Cependant, Tama insiste pour que Jin prouve qu'il a le pouvoir de protéger tout le monde et elle veut aussi qu'il apprenne à vivre avec les humains. Le lendemain, ils arrivent à la maison où Jinka vivait avec son défunt maître. Il commence également à s'entraîner avec Shine en utilisant des épées en bois mais le bête rapidement avec facilité. Pendant ce temps, Tama prépare une robe sans manches pour Shako, lui permettant de transformer ses bras en leur forme monstrueuse sans difficulté. Plus tard, alors que tout le monde est silencieux, un esprit fantomatique apparaît. Il salue Tama et Jinka avant de les informer d'un esprit maléfique qui exige des sacrifices des villageois sans rien offrir en retour. Le fantôme part après l'avertissement et Tama décide d'aller avec Jinka pour vérifier l'esprit maléfique, laissant Shine et Shako derrière eux pour s'occuper de leurs tâches quotidiennes. En arrivant au village, il demande aux villageois de les emmener à la cachette de l'esprit. Le chef du village suppose qu'ils demanderont de l'argent pour le service, mais Tama répond fermement qu'ils n'ont pas besoin d'être payés. Au lieu de cela, elle suggère que les villageois soient gentils avec eux en retour. Les villageois envoient alors un garçon pour les accompagner à la cachette de l'esprit. En chemin, le garçon pique une crise de colère, se plaignant que l'esprit a mangé sa mère et maudissant tout le monde de ne pas être arrivé plus tôt. Tama, en entendant cela, gifle le garçon et lui dit qu'ils sont là pour l'aider et que s'il a le temps de se plaindre, il devrait travailler à devenir plus fort. Bientôt, ils atteignent le lac où vit l'esprit et la créature prétend qu'elle mange les villageois en échange de sauver le village de la destruction. Mais Tama exige qu'elle s'excuse ou qu'elle en subisse les conséquences. En réponse, l'esprit lui crache une boule de boue géante et Tama ne bronche même pas. Elle attend juste que Jinka la sauve, elle et le garçon attend. Maintenant, il dit à l'esprit que personne d'autre ne peut le sauver car il a osé attaquer sa sœur. L'esprit, surpris, recrache la femme qu'il avait avalée plus tôt et heureusement, elle est toujours en vie. Mais l'esprit l'utilise comme otage pour s'assurer que Jinka ne l'attaque pas. Soudain, le garçon s'agenouille, suppliant l'esprit de libérer sa mère et de le prendre en otage à sa place. Tama se tourne alors vers Jinka, lui disant qu'il doit décider quoi faire. Jinka prévoit d'ignorer l'otage et d'éliminer l'esprit, mais hésite lorsqu'il voit le garçon pleurer. Cependant, de nulle part, une autre personne apparaît
apparaît et coupe l'esprit, sauvant la femme. Cette personne commente que l'élève du guerrier légendaire n'est pas celui qu'il attendait. L'homme est un samouraï en haillons qui, après avoir atterri devant Jinka et Tama, se révèle être un assassin envoyé par le temple d'Ange. Il déclare qu'il prendra la mère et le fils en otage, forçant Jinka à se battre pour eux. N'ayant pas d'autre alternative, Jinka accepte le défi. Puis il se dirige vers un champ ouvert où l'homme se présente comme Redo, un mercenaire qui tue les esprits et les consort. Jinka, en colère, l'attaque immédiatement, mais Redo esquive facilement et commence à flotter. Jinka utilise un sort de feu pour se propulser et lance l'une de ses meilleures attaques. Mais Redo contre-attaque avec son épée magique qui contrôle le flux d'air, repoussant Jinka d'un puissant coup de vent. Et même en le bloquant avec son bras de bronze, Jinka est incapable de toucher Redo, qui esquive également les attaques en utilisant la magie de l'eau. Après un échange de coups intenses, les deux sont épuisés et Redo rengaine son épée magique, tirant une épée ordinaire pour montrer à quel point les humains peuvent être dangereux. Jinka attaque avec colère, mais Redo esquive tous les coups et contre-attaque, forçant Jinka à battre en retraite. Montrant maintenant à quel point il est immature, Jinka perd le contrôle de ses émotions. Il abandonne sa défense et tente une attaque désespérée, mais Redo domine complètement, plaçant son épée sur le cou de Jinka. Redo s'arrête avant de le blesser et dit qu'il a eu de la chance. Jinka tombe à genoux de frustration, tandis que Redo le provoque, demandant à Tami de lui faire entendre raison. Sur le chemin du retour, Jinka est clairement découragé par la défaite. Le lendemain, il s'isole près de la rivière, jusqu'à ce que Shako apparaisse pour l'appeler pour le petit déjeuner. Il essaie de l'ignorer, mais elle le tire par le cou. À ce moment-là, un prêtre du temple d'Ange arrive avec une lettre de défi. Il exige que Jinka combatte à nouveau Redo, cette fois-ci avec sa vie en jeu. Le prêtre mentionne que la famille Yamato sera détruite s'il ne se bat pas, et Jinka répond qu'il ne se soucie pas de la famille qu'il a abandonnée. Mais le prêtre se contente de rire, disant qu'il doit se battre s'il veut les sauver. De retour chez lui, Tami demande à Jinka ce qu'il compte faire, et il déclare qu'il ne se soucie pas de la famille Yamato, mais qu'il n'acceptera pas d'être à nouveau vaincu par un humain. Le lendemain, Jinka et Redo s'affrontent à nouveau. Cette fois, Jinka utilise également une épée, et au premier coup, il se rend compte qu'il a fait une erreur. Il est rapidement repoussé, et reçoit une coupure au bras. Alors que Redo est sur le point de terminer le combat, Jinka fait un geste désespéré, utilisant son point de bronze pour frapper Redo et lui-même, ce qui finit par les faire tomber tous les deux. En raison de la pression de la bataille, Jinka devient fou et libère son énergie spirituelle, défiant Redo de le combattre à nouveau sérieusement. Redo, cependant, abandonne, admettant qu'il ne peut plus bouger. Redo demande alors à Jinka de le tuer, mais il refuse, le narguant en disant qu'il a de la chance d'être en vie. Après cela, Jinka retourne auprès de ses amis, qui célèbrent sa victoire. Pendant ce temps, le prêtre remet une lettre à Redo, l'informant que sa sœur s'est portée volontaire pour terminer sa mission ratée. Et le prêtre dit qu'elle réussira sûrement sa mission, car elle est l'une des 4 bêtes principales du temple d'Ange. Peu de temps après, Shine commence à apporter de la nourriture à Redo blessé en échange de leçons d'épée de sa part. Tama et Jinka le suivent sans se faire remarquer, mais Jinka crie fort, ce qui effraie Shine. Et dès que Shine le remarque, il essaie d'expliquer que Redo n'est plus son ennemi. Jinka le sait aussi et décide d'emmener le samouraï blessé chez lui, lui offrant un lit confortable pour se rétablir. Là, Redo révèle que les membres de son clan ont un pouvoir spirituel plus fort que les humains ordinaires. Par conséquent, il s'est porté volontaire pour être un chasseur d'esprits, tandis que sa sœur est devenue nonne au temple. Le prêtre lui a dit que sa sœur était faible et que sa vie était entre leurs mains. Avec cette menace, ils l'ont fait en faisant leur sale boulot. Mais après sa défaite, ils ont révélé que sa sœur est actuellement l'une des 4 bêtes principales. Redo prévient maintenant Jinka que sa sœur, nommée Igan, viendra après lui, et lui conseille ensuite de se préparer. Tama fait quelques calculs mentaux et découvre que Igan est en fait un humain spirituellement amélioré, tout comme Shako. Soudain, un monstre arboricole envahit leur maison, s'allonge sur un lit et révèle qu'une femme l'a chassé de sa maison. Elle lui ordonne d'envoyer Jinka chez elle. Tout le monde réalise immédiatement que la femme doit être Igan. Jinka s'en va pour la confronter. Redo et Shako décident également de l'accompagner, laissant Shine en charge de l'invité spirituel de la maison. Jinka et les autres atteignent le sommet de la colline où Igan les attend. Elle est heureuse de voir que son frère est toujours en vie. Mais Jinka interrompt la réunion et exige qu'elle commence le combat. Tama partage son pouvoir avec lui permettant de se transformer. En réponse, Igan soulève sa jupe et commence sa propre transformation. Et à la place de ses jambes, une main de pierre géante apparaît. Et elle promet d'emmener son frère dans un endroit où il pourra vivre en paix après avoir accompli sa mission. Jinka est maintenant prête à l'affronter. Mais Shako s'avance. Shako se présente comme Kargan, l'esprit scellé à l'intérieur d'une fille humaine. Elle appelle l'esprit d'Igan Sogen, lui demandant s'il ne la reconnaît pas. C'est à ce moment-là que Tama et Jinka réalisent que le temple crée des humains spirituellement améliorés en scellant des esprits à l'intérieur d'eux. Jinka est furieuse en découvrant cela et prévoit de tuer Igan. Mais Shako insiste pour se battre seule. Elle charge Igan et bloque son doigt de pierre géant d'une main tout en lançant un canon spirituel de l'autre. Cependant, Igan utilise des talismans pour se défendre et tire 4 canons spirituels en même temps. Shako esquive l'explosion du géant, grimpe sur le bras de pierre et attaque Igan à bout portant. Elle franchit presque la barrière du talisman, mais la main de pierre d'Igan commence à se comporter étrangement, forçant Shako à battre en retraite. Pendant ce temps, Shine s'occupe de l'esprit de l'arbre, le nourrissant de verre. Il sort pour en chercher plus, quand soudain, il ressent une pression intense. Et alors qu'il regarde autour de lui, il voit un grand prêtre aux cheveux blancs et un garçon au regard sinistre. En croisant le regard du garçon, Shine voit une rivière de sang et tombe à genoux. Le prêtre et le garçon s'éloignent, tandis que l'esprit de l'arbre avertit Shine de l'odeur d'un dragon, lui disant de courir et d'avertir Tinka et les autres d'évacuer immédiatement
immédiatement. Shine court au sommet de la colline et transmet l'avertissement. Tinka panique en entendant parler d'un dragon et tente de s'enfuir, mais une intense vague spirituelle balaie la zone. Le prêtre Dinin apparaît devant eux et informe Igan qu'elle sera exécutée pour le meurtre d'un haut fonctionnaire du gouvernement. Il disparaît et réapparaît instantanément devant Igan, la frappant jusqu'à ce qu'elle s'évanouisse. Tout le monde est choqué de voir sa transformation en dragon. Dinin redevient alors normal et affronte Tinka avec l'intention de le tuer. Tinka panique et ordonne à tout le monde de se disperser, acceptant de se retrouver à la grotte des perdants. Il utilise des bombes fumigènes pour sécher Dinin et lui-même. Shine et Redo attaquent ensemble le prêtre dragon. Cependant, le garçon Senna les coupe tous en un instant avec son bras monstrueux pour découvrir qu'il s'agissait d'illusions créées avec des poupées en papier. Alors que tout le monde se rassemble dans la grotte, Shako parvient à sauver Igan. Cependant, elle a perdu toute la partie inférieure de son corps et est sur le point de mourir. Redo l'interroge sur le meurtre du fonctionnaire du gouvernement et elle admet avoir suivi les ordres de ses supérieurs. Igan révèle qu'elle l'a fait pour se démarquer et pour sortir son frère des ténèbres du monde souterrain. Redo dit qu'il n'a pas de grandes ambitions et qu'il serait heureux de vivre à ses côtés. En entendant cela, Igan libère son énergie de réserve, déclarant qu'elle ne veut pas être avec un perdant comme lui. Elle tente d'attaquer Tama pour reprendre des forces, mais Jinka l'arrête, la poignarde avec son bâton et la plaque contre les rochers. Avant de disparaître, Igan murmure qu'elle aimerait être humaine, et l'esprit à l'intérieur de Shako pleure la mort de son ami et accuse Igan de l'avoir dévoré. Tama console Shako et dit à Jinka qu'il doit combattre le dragon. Tama insiste sur le fait qu'il doit vaincre Jinin pour survivre, même si les chances semblent impossibles. Elle propose alors un plan audacieux, pénétrer dans les laboratoires du temple, arrêter leurs opérations et voler leur matériel de recherche pour se préparer contre le dragon. Cependant, Shako interrompt cette idée, déclarant que l'esprit de Igan veut recueillir les gestes mortels de son ami et les ramener chez lui. Tama décide alors qu'il devrait y aller en premier. Cependant, Redo prévoit de se séparer du groupe pour nettoyer le désordre laissé par sa sœur. Avant de partir, Redo présente à Shine son épée magique, ce qu'il fait parce qu'il ne peut pas porter d'armes des enfers. Shine dégaine l'épée avec enthousiasme, mais est projetée au loin par les vents intenses qu'elle libère. Puis Jinka l'avertit, disant que sans pouvoir spirituel, il ne peut pas la contrôler. Mais Tama le rassure, disant que garder l'épée près de lui l'aidera à développer sa propre force spirituelle. Plus tard, lors d'une pause, Tama fait une sieste sur les genoux de Shako, mais elle se réveille bientôt lorsqu'elle sent une odeur étrange. Elle court dans la forêt en demandant à tout le monde de la suivre. Il rencontre alors 3 esprits singes portant des barils d'alcool. Tama tente d'échanger un radis contre un tonneau, mais les singes expliquent que l'alcool est pour leur invité et lui suggèrent de négocier directement avec lui. En suivant les singes, il rencontre Doran le tigre, l'un des 4 chefs des bêtes du temple d'Angé. Il révèle qu'il sait qui ils sont, mais qu'il n'a pas pour mission de les capturer. Pourtant, il ne peut pas simplement les ignorer car ce sont des criminels recherchés. Pour sortir de l'impasse, Tama propose un concours de boissons. S'il gagne, Doran les laissera partir. Il accepte et ils s'assoient tous pour boire. Jinka s'évanouit à la première gorgée, tandis que les autres se rendent compte que l'alcool des singes est incroyable. Pendant la compétition, Tama demande à Doran pourquoi il boit. Il lui dit qu'il y a quelque temps, il a combattu un esprit tigre dans la région et a été blessé. À l'époque, il a rencontré les singes qui étaient terrorisés par le tigre. Et en utilisant de l'alcool, il a saoulé le tigre, l'affaibli et a réussi à le vaincre avec l'aide des singes. Et depuis, ils sont de bons amis. Doran, toujours excité par l'ambiance amicale, dit à Tama qu'elle peut lui demander ce qu'elle veut. Elle en profite pour lui demander quelle est la faiblesse de Jinin. Et il révèle que Jinin ne supporte pas bien la nourriture épicée. Malgré cela, Doran déclare que lui seul est capable de vaincre Jinin car ils sont rivaux de longue date. La compétition de boissons continue jusqu'à tard et Shako est le seul à pouvoir boire plus que Doran, ce qui le force à accepter la défaite. Le lendemain matin, tout le monde se réveille avec la gueule de bois, sauf Jinka et Shako. Avant de partir, Doran dit à Jinka que la prochaine fois qu'ils se rencontreront, ils devront se battre. Après cela, le groupe continue son voyage et arrive bientôt dans un village protégé par une barrière. Shako explique que Kagan veut traverser le village car c'est le chemin vers sa ville natale, mais elle ne sait pas comment traverser la barrière. Tama demande s'il y a un moyen de passer et Jinka suggère d'ouvrir un petit trou pour qu'une personne puisse passer. Mais Tama décide de négocier en premier en sautant à travers le trou. Elle découvre que le village semble vide et qu'il n'y a aucun signe de piège. Soudain, un esprit visque masqué apparaît et se présente comme Fuku. Tama demande s'il est celui qui a créé la barrière et Fuku confirme en disant que la barrière est là pour protéger le village du changement. Il lui demande ensuite si elle a déjà souhaité que demain n'arrive jamais et bien que Tama le nie, Fuku est capable de lire ses souvenirs de la perte d'un ami humain. Fuku se sent désolé pour Tama et l'invite à le suivre pour se protéger. Tama, cependant, dit que l'avenir n'est pas toujours mauvais et lui demande de retirer la barrière. Fuku refuse, provoquant Tama, qui riposte avec une gifle. Fuku s'enfuit et Tama poursuit la créature. En ouvrant la porte d'une maison, Tama est confrontée à quelque chose d'horrible, laissant Tama choquée et remplie de douleur. Elle appelle Fuku pour une conversation pacifique et explique bien qu'elle ait souffert de la perte de son ami, elle a trouvé de nouveaux amis et est maintenant heureuse. Elle insiste sur le fait que Fuku ne peut pas arrêter le flux du temps et lui demande de remplir son devoir de protéger les villageois même s'ils sont tous morts. L'esprit est triste maintenant, mais Tama le serre dans ses bras, disant qu'il a fait de son mieux. Elle remercie Fuku d'avoir essayé de la sauver aussi, et l'esprit se remplit de larmes. L'esprit dit qu'il n'y a plus personne à protéger et donc il disparaît car son rôle dans ce monde est terminé et c'est ainsi que la barrière disparaît. Dehors, Jinka et les autres attendent patiemment quand soudain, un autre assassin envoyé par le temple arrive pour les tuer. Il se présente comme Shine, l'un des 4 chefs des bêtes. Shine croit que Jinka
Jinka ne peut pas se transformer avec Tama autour, il est donc sur le point de dégainer son épée, mais Jinka le lui interdit. Il aide à vaincre et Shine sans les pouvoirs de Tama. Soudain, l'assassin sort une épée de son sac magique que lui a donné Yanzen et fait sortir de nombreuses lames de l'épée pour l'attaquer avec elle. Soudain, la barrière derrière disparaît, distrayant le Jinka et donnant à Shine une chance de le frapper. Cependant, le Jinka revient le combattre après sa transformation spirituelle et l'envoie voler avec une attaque de poing en bronze. Bientôt, Tama les rejoint et dit qu'elle a tout résolu pacifiquement, donc ils devraient reprendre leur voyage. Finalement, ils atteignent une vallée qu'Akagan prétend être son village, mais il ne semble pas y avoir d'autres formes de vie là-bas. Soudain, les murs de la vallée commencent à trembler et un visage géant apparaît, accueillant Akagan dans sa maison. Il rencontre une variété d'esprits de type terrestre, et alors que Shine fait des pompes avec des bébés esprits de pierre sur le dos, Tama commande qu'il s'entend naturellement avec eux. Elle dit à Jinka qu'il est facile pour les humains et les esprits de coexister et lui demande pourquoi il veut devenir un esprit. Il ne répond pas, mais la raison pour laquelle il veut devenir un esprit est qu'il peut augmenter sa durée de vie et rester aux côtés de Tama pour toujours. Alors qu'elle erre sans but, Jinka voit une femme enceinte en détresse sur la route et l'emmène au village des esprits. Il parle au visage de pierre géant qui est l'aîné du village. Il permet à la femme de rester au village jusqu'à ce qu'elle accouche et Jinka lui fait également avaler des talismans afin que tous les esprits lui apparaissent comme humains. Tama décide qu'ils resteront également avec elle jusqu'à ce qu'elle soit prête à partir. La nuit, Shine s'entraîne au sabre au sommet de la vallée et Shako vient le voir. Elle lui demande s'il est vraiment si important pour lui de devenir fort rapidement et il répond que tous les autres, à part lui, ont accompli de grandes choses au cours de leur voyage et qu'il est le seul à être faible. Elle dit que c'est lui qui l'a sauvée alors qu'elle s'enfuyait. Soudain, elle commence à rougir et après avoir dit cela, elle essaie de s'enfuir mais le Kagan l'arrête car elle a aussi des affaires à faire avec le garçon. Le Kagan demande à Shine de dégainer son épée et promet de lui donner quelques conseils sur la façon de l'utiliser. Shine dégaine son épée mais la pression du vent la fait s'envoler une fois de plus. Le Kagan dit alors qu'il ne communique pas avec l'épée. Shine essaie de considérer l'épée comme une personne et se rend compte qu'elle ne l'accepterait pas si facilement en raison de son attachement à son ancien maître. Il dit au Kagan qu'il a également appris à manier une épée grâce au fantôme d'un samouraï et c'est pourquoi il est un bon auditeur lorsqu'il s'agit d'esprit. Le Kagan est impressionné et lui dit de continuer à s'entraîner dur pour qu'il puisse devenir un homme digne d'épouser Shako. Shine rougit à cela et même Shako rougit après avoir repris le contrôle de son corps. Elle crie et s'enfuit mais maintenant Shine est déterminé à devenir quelqu'un digne d'elle. Le lendemain, il rend visite à la femme enceinte et Shako sent le bébé bouger. Tama dit à Jinka de le sentir aussi mais au moment où il est sur le point de toucher le ventre de la femme avec ses mains sales, elle entre en travail. Au même moment, Doran et Eshin arrivent au village car ils ont reçu pour mission de chasser Jinka cette fois-ci. Et tandis que Eshin essaie de menacer l'aîné du village, Doran le gifle et demande poliment la permission de se battre en duel avec l'ennemi du temple d'Ange. L'aîné transmet le message à ses invités et quelques instants plus tard, Jinka, Shine et Shako arrivent pour lui faire face. Jinka est déjà dans sa transformation spirituelle et Doran est très excité de l'affronter. Cependant, Eshin remarque que Tama a disparu et se faufile pour la retrouver. Doran déclare alors qu'il va également montrer sa vraie forme maintenant. Il libère une quantité folle d'énergie spirituelle qui dévaste le sol puis se transforme en tigre humain. Il prend immédiatement une position de boxe et charge vers Jinka, le frappant avec un barrage de jus super rapide. Jinka est renversé, alors il utilise une attaque de flamme sur Doran qui résiste à tout. Jinka le fouette ensuite avec une racine d'arbre, mais même cela s'avère inutile. Doran fléchit fièrement ses muscles, puis attaque à nouveau Jinka qui utilise ses poings de bronze pour contrer son coup de poing. Le point de bronze est également détruit et Jinka est projeté par les arts, mais il met toute sa force dans l'attaque suivante et frappe Doran avec ses poings de bronze. L'attaque destructrice réussit à renverser l'homme tigre et lui cause de gros dégâts, mais Jinka en souffre également énormément. Doran se lève et déclare que c'est ainsi que les vrais hommes devraient se battre, et Jinka se met à rire comme un fou. Il réalise qu'il veut continuer à se battre contre Doran et l'attaque avec ses poings de fer géants. Et même s'il s'agit d'un combat à mort, les deux s'amusent et rient comme des fous. Shine et Shako ne peuvent que les regarder quand soudain Reshin apparaît derrière eux et leur demande ce qu'ils protègent dans cette zone. Shako l'attaque immédiatement, mais il disparaît car ce n'était qu'une illusion. Il claque des doigts avant de disparaître et soudain, un énorme rocher se libère de la vallée et commence à rouler vers la cabane qui est cachée par la magie. Tout le monde est choqué de voir cela et voyant Jinka distrait, Doran le frappe. Pendant ce temps, Shako et Kagan utilisent toute leur force pour empêcher le rocher de rouler vers la cabane. Alors qu'elle se débat, elle demande à Shine d'évacuer tout le monde de la cabane. Une autre armée de clones de Reshin bloque leur chemin. Même Doran se met en colère contre ces manières lâches et attaque les clones pour découvrir qu'ils ne sont que des illusions. Shine pense qu'il peut simplement passer devant les clones s'ils sont faux, mais soudain, le vrai Reshin vole au-dessus de lui et poignarde Shako dans la poitrine. Shine ne peut pas contrôler sa colère et dégaine son épée, mais Reshin le frappe avec des talismans explosifs. Shine regarde Shako, qui tient toujours le rocher, même avec la blessure ouverte dans sa poitrine, et elle lui dit qu'elle va bien, car elle est un monstre. Shine demande de l'aide, et Tama lui dit qu'il doit tenir encore un peu, car le bébé est sur le point de naître. Cependant, Shako et Kagan se rendent compte qu'il ne leur reste plus beaucoup de temps, mais ils ne le regrettent pas. Shako se souvient des moments heureux qu'elle a passés avec Tama, Tinka et Shine, et alors qu'elle est sur le point de mourir, elle entend les cris du nouveau-né. Elle sourit, espérant que le bébé vivra et sera heureux, et utilise toutes les forces qui lui restent pour s'assurer que le bébé survit. Avec son pouvoir spirituel, elle transforme tout son corps en rocher, empêchant fermement le rocher de rouler. Les talismans qui contrôlaient le rocher disparaissent peu de temps
temps après, et tout le monde est en sécurité, mais Shine est complètement dévasté. De son côté, Hei Shine est sur le point de tuer Tinka quand soudain Douran l'attaque. Hei Shine esquive, mais Douran dit qu'il bat en retraite et que s'il insiste, il mourra sur place. Tinka reprend vite ses esprits et Douran s'excuse d'avoir laissé son partenaire interférer dans la bataille. Il promet que cela n'arrivera pas la prochaine fois et part calmement. Tinka remarque alors le rocher et va voir Shine pour lui demander si lui et Shako vont bien. Shine pointe simplement du doigt le rocher devant lui et Tinka est dévasté lorsqu'il réalise le sacrifice de Shako. Soudain, Tama l'appelle à la cabane car le travail est enfin terminé. La femme a donné naissance à des jumeaux et elle a décidé de les appeler Shako et Kagan. À ce stade, Tinka laisse ses émotions déborder en larmes et Tama ne peut pas retenir ses larmes non plus. Shine, d'autre part, a la mâchoire serrée de colère. En plus de cela, il se sent impuissant. Il quitte tranquillement la cabane pour faire son deuil seul. Quelque temps plus tard, la mère et ses enfants sont en assez bonne santé pour voyager et les esprits locaux proposent de les accompagner chez eux. La femme ne veut pas interférer dans les problèmes du groupe, mais elle commente que cela aurait été formidable si Shako avait pu voir les enfants. Après avoir entendu cela, Tama et les autres partent également et le doyen du village leur dit que Shako n'est pas encore morte. Son énergie spirituelle existe toujours, bien qu'elle soit très faible. Peut-être qu'un jour elle retrouvera sa force et renaîtra, mais elle pourrait aussi finir par faire partie de la nature et perdre son individualité. Plus tard, nous voyons tout le monde assis dans une hutte et Shine a radicalement changé après avoir perdu Shako. Il peut mieux communiquer avec son épée magique, mais il continue de dire à l'épée de se taire car il va bientôt l'utiliser pour éliminer les moines du temple de Dangé. Soudain, un esprit apparaît et Shine se prépare à se battre sans raison. Tama l'arrête et dit à l'esprit qu'elle ne veut pas lui faire de mal ni à son peuple. L'esprit répond que s'ils veulent un abri, ils ne devraient pas venir au village mais dans une cabane de l'autre côté de la rivière car il ne veut pas souiller le village avec l'obscurité que Shine porte. Il se repose dans la cabane et Tama réalise que Jinka et Shine ont tous deux été détruits par la mort de Shako. Jinka est toujours en convalescence, mais Shine s'est perdue dans sa rage et elle pense que ce n'est pas un bon signe. Soudain, elle entend un garçon parler à sa sœur à l'extérieur. Il se plaint qu'il est injuste qu'elle soit sacrifiée à l'esprit pour protéger le village, mais la fille répond que sacrifier un frère tous les 4 ans en échange d'une sécurité totale est une bonne affaire. En entendant cela, Shine se lève et part, déterminé à tuer l'esprit. Tama essaie de l'arrêter en disant que les termes de l'accord sont acceptables et que l'esprit protège réellement le village. Shine attrape son col, disant que cela ne change rien au fait qu'il mange des gens. Jinka le frappe pour avoir parlé à Tama comme ça, mais Shine se lève et part, ignorant complètement les avertissements de Tama, qui lance même un faux serpent pour l'effrayer. Cependant, Shine crie sur le serpent et brise l'illusion. Tama le poursuit et au lieu de l'arrêter, elle lui donne un équipement de protection qu'ils ont obtenu du village des esprits de pierre et elle lui demande également de ne pas mourir. Shine continue et atteint la forêt. Là, il appelle l'esprit, confiant qu'il peut le tuer avec son épée magique. L'esprit apparaît, mais avant que Shine ne puisse réagir, il est poignardé et tué par Hei. Shine essaie de l'attaquer, mais est incapable de dégainer son épée magique. Il utilise alors une épée normale. Et Shine esquive l'attaque et le renverse avec la pression du vent de son coup d'épée. Et Shine décide d'en finir avec Shine, qui est inconscient, mais en réalité, Shine est à l'intérieur du royaume mental de l'épée magique. L'esprit de l'épée lui demande de se rendre, afin qu'il puisse prendre le contrôle de son corps et tout détruire. Mais Shine dit simplement à l'esprit de se taire, car il n'est rien de plus qu'une épée, et celui qui la contrôle, c'est lui. Il met alors sa main dans la bouche de l'esprit, exigeant tout son pouvoir. Et dans le monde réel, et Shine est sur le point de le poignarder, quand soudain, Shine se réveille et lui coupe soudainement le bras. Il déclare alors que c'est le début de sa vengeance contre le temple d'Angé. Mais Shine utilise ses capacités spéciales pour régénérer son bras instantanément. Il arrache son masque, révélant un visage très laid, et tire un canon spirituel sur Shine, qui parvient à peine à l'esquiver. Et Shine lui lance alors quelques épées, et Shine a du mal à les bloquer toutes. L'esprit de l'épée l'avertit que sa colère ne le rendra pas plus fort, mais seulement plus vulnérable. Shine ignore l'avertissement et continue d'attaquer imprudemment, et Shine parvient à le désarmer. Mais Shine riposte avec un puissant coup d'épée, frappant Shine d'un uppercut et le faisant tomber au sol. Il charge en avant et commence à le frapper, mais doit reculer lorsqu'Shine tire un autre canon spirituel. Shine se relève et jure qu'il tuera tout le monde, quand soudain, l'esprit gardien du village saute sur lui et lui fracasse la tête contre le sol dans son dernier souffle. L'esprit meurt peu de temps après, et Shine, même confus, ne laisse pas passer l'occasion. Il saisit son épée et se prépare à achever Shine, déterminé à venger Shako. Cependant, il entend la voix de Shako, et devant ses yeux, l'illusion d'elle et de Kagan apparaît, lui parlant. Ils disent que ce genre d'acte ne lui convient pas, et Shine hurle, déclarant qu'il ne fait pas cela pour eux, mais pour lui-même. Malgré cela, il est incapable de terminer Shine, car le visage de Shako continue d'apparaître devant lui. Soudain, un talisman sort du corps de Shine, et à travers lui, Yenzen commence à parler à Shine. Il demande à Shine de ne pas détruire le corps de Shine, car cela lui a coûté beaucoup d'argent et d'efforts. Il ordonne alors à Shine de revenir immédiatement, où il activera son protocole d'autodestruction. Shine et Shine échangent des regards et déclarent que le combat n'est pas encore terminé. Mais avant que Shine ne puisse faire quoi que ce soit, Shine lance une bombe fumigène et disparaît. Plus tard, Shine retourne au village, toujours confus quant à son propre objectif de devenir plus fort. Un villageois s'approche et demande s'il est celui qui a tué l'esprit gardien. L'homme se lamente sur le fait que le village est condamné, mais Shine répond que les villageois devraient le protéger eux-mêmes, au lieu de compter sur les autres pour faire le sale boulot. Le villageois se plaint que personne ici ne sait tenir une épée, et Shine lui dit avec colère de mourir s'il ne peut pas devenir plus fort. Même s'il
parle durement, il est toujours perdu, ne sachant pas exactement quoi faire de sa propre vie. Il traverse le pont et trouve ses amis qui l'attendent. Il décide de quitter le village rapidement, avant que les villageois ne se retournent contre eux. Mais avant de partir, la fille que Shine a sauvée du sacrifice le remercie. Cette nuit-là, Tama demande à Shine ce qu'il va faire maintenant, et il répond qu'il va devenir assez fort pour venger Shako, et pour s'assurer que les moines du temple d'Angé ne ruinent pas la vie de quelqu'un d'autre. Plus tard, pendant que Tama et Jinka dorment, Shine continue à pratiquer ses coups d'épée sans se reposer. Le lendemain, ils arrivent dans une vallée terrifiante, où deux esprits géants, appelés Tengo, apparaissent pour les accueillir, ainsi que leur chef, une femme très séduisante. Elle prétend avoir appris que le groupe Tangent est un ennemi du temple d'Angé, et qu'elle souhaite devenir leur allié. La femme invite le groupe à la suivre, et en chemin se présente comme une déesse de la montagne. Elle dit qu'elle veut les emmener dans un endroit sûr, où ils pourront se détendre et se cacher de l'homme dragon du d'Angé. Shine demande s'il n'est pas dangereux pour elle de marcher sans garde du corps, mais la déesse répond qu'elle n'a pas besoin de protection. Elle prétend que Jinka, avec ses yeux de fée, devrait pouvoir le sentir, mais Jinka ne semble pas s'en soucier, ni même se rendre compte de sa force. La déesse de la montagne les emmène alors dans sa cachette, une grotte dans les montagnes, remplie de piliers de cristaux scintillants. Pendant ce temps, dans une autre partie de la vallée, le prêtre dragon Jinin et son assistante Senya arrivent à l'entrée et demandent le passage aux gardes Tengu. Ils refusent, affirmant qu'ils ont reçu l'ordre de leur maître d'empêcher les intrus, mais Jinin n'a pas l'intention de reculer non plus. Il ordonne à Senya de combattre les gardes, et le garçon transforme ses bras en armes tranchantes, éliminant le Tengu en un instant. Jinin est satisfait de la performance de son apprenti, mais soudain, les Tengu morts se transforment en corbeaux, révélant que tout cela n'était qu'une illusion pour confondre les intrus. Senya se rend compte qu'il est tombé dans le piège, mais Jinin pense que cette expérience l'aidera dans sa croissance. De retour dans la grotte, Tami et ses amis sont assis au sommet du plus haut pilier, et la déesse de la montagne leur dit qu'ils peuvent lui poser toutes les questions. Elle explique qu'elle a appris leur existence grâce à l'aîné au visage de pierre, qui s'avère être un vieil ami à elle. Même s'il semble amical, Tama se rend compte que la déesse veut une faveur et lui demande d'aller droit au but. La déesse de la montagne leur demande alors de réveiller Tazan, un esprit semblable à un château qui garde le centre de recherche de d'Angé. Elle explique que Tazan est aussi un dieu de la montagne, comme elle, mais que les prêtres de d'Angé lui ont fait un lavage de cerveau pour qu'il les serve. Elle prétend qu'il suffit de le frapper d'un coup puissant pour qu'il redevienne normal, mais le groupe ne croit pas que ce soit aussi simple. La déesse de la montagne leur assure donc qu'elle fera elle-même certains des coups, mais qu'elle a besoin qu'ils l'emmènent là où se trouve Tazan. Elle dit que c'est une bonne affaire pour eux, car avec cela, ils peuvent leur retirer l'un des trois principaux pouvoirs du temple de d'Angé. Jinka croit que le dragon est le deuxième pouvoir et demande quel est le troisième. La déesse de la montagne répond que le troisième pouvoir est un esprit appelé Kusunoha. Tama est terrifiée lorsqu'elle entend ce nom. Jinka veut en savoir plus sur Kusunoha et la déesse de la montagne commence à raconter l'histoire. Elle explique qu'il y a de nombreuses années, un homme a rejoint les moines de d'Angé et a consacré sa vie à la recherche. Un jour, il a été envoyé pour maîtriser une rapusa à 9 queues, appelée Kusunoha, mais en la voyant, il est tombé amoureux au premier regard. Et ce n'était pas seulement lui, Kusunoha est également tombé amoureux de lui. L'homme a ensuite tué sa propre équipe pour elle, et les deux sont devenus un couple. Ce moine était Yanze, qui est maintenant le prêtre en chef du temple de d'Angé. Tama est complètement choquée par cette histoire, et lorsque Shine et Jinka la regardent, elle est embarrassée et révèle que Kusunoha est en fait sa mère, ce qui signifie que Yanze est son beau-père. La déesse de la montagne continue l'histoire en disant que Yanze a prétendu que Kusunoha avait été vaincu au combat, mais en réalité il l'a caché et a passé des années à rechercher des moyens de transformer les esprits en humains. Tout le monde se rend compte que les humains spirituellement améliorés ne sont que des prototypes ratés des expériences de Yanze, et cela fait jurer à Shine de le tuer. Tama est d'accord et dit que sa mère a toujours été une idiote quand elle tombait amoureuse, alors il devrait être prêt à l'affronter aussi. Soudain, une volée de corbeaux vole vers eux, une fille saute par-dessus eux et atterrit sur la tête de Shine. Elle prévient la déesse de la montagne que l'homme dragon est en train de méditer pour briser le sort qu'elle a placé pour le confondre. Shine attaque la fille pour ne pas s'être excusée auprès de lui, mais quand elle se retourne, elle voit Jinka et tombe amoureuse de lui. Jinka la rejette catégoriquement, disant qu'elle est humaine et qu'il n'aime que les filles monstres. Il lui demande aussi ce qu'elle fait là, et la déesse de la montagne lui explique qu'elle a trouvé une fille un jour et a décidé de l'adopter. Elle présente la fille comme étant Rinzu, son assistante et apprentie. Puis, la déesse projette l'image du Jinin en train de méditer et décide de lui jouer un tour. Elle envoie un esprit féminin pour le séduire, et le Jinin couvre aussitôt les yeux de son disciple pour qu'il ne voit pas la femme indécente. Après avoir regardé la scène et s'être un peu amusé, il lui crie de partir. Au même moment, la fille se transforme en Washington, qui était sa vraie forme, et s'enfuit. La déesse rit de cela et ordonne à tous les esprits de la vallée de distraire le dragon, gagnant du temps pour que ses nouveaux alliés puissent s'entraîner. La dame dit que le temps est court, alors la déesse ralentit le flux du temps dans le lieu afin qu'ils puissent s'entraîner sans se précipiter. Elle explique qu'il n'y a pas de limite supérieure à leur potentiel et les envoie s'entraîner séparément. Tout d'abord, elle s'occupe de Jinka, qui est envoyé dans un espace ouvert. Il rencontre son maître, Coco, et la déesse de la montagne commente que Coco était un pervers de premier ordre qui la draguait toujours. Et elle l'a tellement réprimandé que cela a fini par contribuer à ce qu'il devienne le plus fort des guerriers sages du monde. Elle invoque alors Rinzu et lui propose un défi. Si elle bat Jinka, elle gagnera un sort qui le fera sien pour toujours. Rinzu est super excité, et la déesse dit à Jinka qu'il doit se battre avec tout ce qu'il a, car ni lui ni elle ne peuvent mourir dans cet espace. Sans attendre, Rinzu invoque une grande hache et attaque Jinka avant même qu'il ne puisse se préparer. Elle lui coupe le bras et il est
est horrifié mais se rend vite compte que son bras revient à la normale. Dérouté, il esquive les coups tout en essayant de comprendre ce qui se passe. Mais Rinzu continue, changeant de forme, passant d'une hache à un marteau, puis à une patte géante, attaquant de toutes les manières. Jinka se rend compte qu'elle se retient, alors elle invoque des talismans explosifs et les tire sur lui. Alors que Jinka esquive, la déesse de la montagne décide de lui parler de ses yeux de fée. Elle explique que les personnes dotées d'un pouvoir spirituel spécial naissent avec des yeux de fée et que les personnes dotées de ce genre de pouvoir viennent toujours au monde en tant que jumeaux. Rinzu est distrait, imaginant qu'il pourrait y avoir une autre belle Jinka quelque part, et il en profite pour la frapper à la tête. Il n'est pas non plus surpris par l'histoire car il a déjà vu son frère jumeau qui vit heureux avec ses parents. La déesse révèle que lorsque des jumeaux aux yeux de fée vivent ensemble, des esprits maléfiques les entourent. Par conséquent, Maître Coco a suggéré à ses parents de l'envoyer chez lui. Jinka crie en demandant pourquoi il a dû être renvoyé et vivre une vie difficile alors que son frère vit confortablement. La déesse se contente de rire, disant que sa réaction est la preuve qu'il est toujours humain. Elle se sent désolée pour lui et commente que son existence est en effet malheureuse. Mais Jinka rétorque en disant que malgré les difficultés, il a aussi eu des moments heureux, donc il ne se considère pas malheureux. Soudain, quelque chose en lui se brise et il commence à voir la déesse couverte d'une aura spirituelle intense. Elle le félicite d'avoir enfin trouvé sa place dans le monde et que c'était la clé pour briser le silo de ses yeux de fée. Maintenant, Jinka peut voir l'énergie spirituelle de tout le monde, y compris Rinzu. Il se rend compte que ses talismans explosifs n'ont presque aucun pouvoir et il n'a même plus besoin d'esquiver. Il remarque également sa propre aura et comprend que ce qu'il voit, ce sont les âmes des gens et qu'il n'y a aucune différence entre les humains et les esprits. Rinzu continue d'attaquer, mais il lui tient simplement les mains et lui demande de se rendre. Elle se rend immédiatement, s'accroche à lui et sourit. La déesse de la montagne lui dit qu'il a réussi le test, mais qu'il lui reste encore beaucoup d'entraînement à faire. Pendant ce temps, le test de Tama consiste à perfectionner son pouvoir spirituel pour marcher sur un lac. La déesse de la montagne crée un clone pour la distraire, lui faisant perdre sa concentration. D'un autre côté, Shine tombe sur un énorme rocher qui bloque son chemin. Il essaie de le couper avec le pouvoir de son épée magique, mais cela ne fonctionne pas, alors il décide d'utiliser le vent pour voler et passer à travers le rocher. Mais à ce moment-là, le ciel s'ouvre et il revient dans le monde réel, avec le clone de la déesse attaché à lui. Elle commente que même s'il semble le plus inattentif du groupe, il a été le premier à passer le test, et sans se préparer à l'atterrissage, il tombe dans la forêt où il trouve Senna en train de jouer avec le jouet laissé par un esprit pour le distraire. Shine essaie d'utiliser le pouvoir de l'épée pour amortir la chute, mais finit quand même par entrer en collision avec Senna. Lorsque la poussière retombe, il se retrouve avec une épée pointée sur le cou de Senna. Shine panique, mais un clone de la déesse lui dit que c'est une opportunité unique. Elle explique que la discipline du dragon est bien plus forte que la sienne, et qu'il ne fait que commencer. Elle demande à Shine de tuer Senna, et même Senna accepte, mais Shine leur dit de se taire. Mais le clone insiste sur le fait que s'il laisse partir le garçon, il le détruira en un instant, et un jour, il deviendra plus fort qu'un dragon. Elle voit les milliers d'esprits piégés dans le corps de Senna, lui donnant le potentiel de se transformer en un véritable démon. Horrifié, Shine commence à pleurer que le temple n'épargnerait pas un garçon, et l'a plutôt transformé en monstre. Senna se lève et transforme sa main en arme à feu, et Shine l'exhorte seulement à faire vite. Senna balance son bras, mais ne fait pas de mal à Shine. Au lieu de cela, il écrase le jouet avec lequel il jouait, maudit sa situation et s'enfuit. Le clone fait l'éloge de Shine comme de l'homme qui a laissé vivre le futur roi des esprits, et dit qu'ils doivent reprendre leur entraînement. Pendant ce temps, la déesse de la montagne dit que pour terminer son entraînement, le Jinka doit combattre le dragon. Jinka panique et dit qu'il n'y a aucune chance que cela arrive. Elle continue d'insister, et il admet qu'il a peut-être 1000 chances contre une de le vaincre. Et la déesse accepte, disant qu'il n'a besoin que d'un miracle. Elle l'envoie directement chez Jinin, qui déjeune paisiblement. Jinka tombe dans la rivière et est emporté par le courant, tandis que Jinin se demande si ce n'était pas une autre illusion. Pendant ce temps, Tama enlève ses vêtements, qui deviennent lourds et inconfortables à chaque fois qu'elle tombe dans le lac. Elle veut affiner son pouvoir spirituel en restant au-dessus du lac le plus longtemps possible, mais perd l'équilibre lorsqu'elle apprend que Shine et Jinka ont réussi le test. Lorsqu'elle émerge, le clone de la déesse lui dit qu'elle peut avoir 1000 ans pour s'entraîner dans cet espace. Et elle a deux options. L'une est de réussir, et l'autre est de perdre la tête à force d'essayer si dur. Tama s'assoit pour méditer et profiter au maximum de son temps. La nuit, Shine et Jinka sont de retour à la cabane, avec le clone de Rinzu qui dit que l'entraînement d'aujourd'hui leur a appris à être prêt à affronter des rencontres inattendues. Soudain, Tama entre, l'air assez lointain, et agit comme si elle avait vu ses amis après un très long moment. Le clone dit qu'ils sont maintenant prêts à lancer une attaque sur le siège du temple de Dangé. En attendant, elle va jeter un sort sur la montagne pour occuper Jinin pendant quelques jours. Cependant, Tama pense qu'ils devraient saisir cette chance pour vaincre Jinin en premier, mais le clone leur dit qu'ils ne sont pas encore assez forts pour cela. Cependant, Tama a un plan et pense que c'est la meilleure occasion de l'exécuter. Alors que le clone et Rinzu partent, Tama explique qu'elle prévoit d'emmener la déesse de la montagne pour combattre le prêtre dragon. Les garçons pensent que cela ne fonctionnera pas, mais Tama croit que si, car la déesse voit une certaine valeur dans leur vie. Sinon, elle n'aurait pas mis autant d'efforts à les entraîner. Le lendemain, ils marchent vers l'emplacement de Jinin. Tama explique qu'ils suivront une stratégie de frappe et de fuite pour le conduire au repère de la déesse de la montagne. Bientôt, ils repèrent Jinin. Et Tama est sur le point de partager son pouvoir avec Jinka quand soudain, Senna apparaît et le chasse. L'instant d'après, Jinka trouve Jinin à ses côtés qui se transforme en dragon pour l'exécuter. Jinka est terrifié par la vue de l'immense aura spirituelle de Jinin et pense que le combat sera terminé d'un seul coup. Cependant, Jinin rate la première
première attaque car le sol est plus fragile qu'il ne l'avait prévu. Il attaque à nouveau mais par un coup de chance, le sol sous ses pieds s'effondre. Et Jinka esquive également cette attaque. Tama et Shine ne peuvent que le regarder survivre tandis que Senna les retient en otage. Au sol, Jinka se souvient de ce que la déesse lui a dit à propos de l'accomplissement du miracle qui lui permettra de vaincre le dragon et se met à rire comme un fou. Jinin est surpris par son rire soudain mais l'attaque quand même. Cependant, tout ce qu'il touche est une poupée de papier. Jinka utilise donc ses talismans pour envoyer des épées vers lui. Jinin les brise toutes d'un coup de pied et se rend compte que le Jinka derrière lui n'est qu'une illusion. Il pense que Jinka va l'attaquer depuis le ciel mais c'est aussi un mensonge. Et le vrai Jinka apparaît à côté de Tama et l'emmène. Il boit son sang et se transforme en esprit. Cette fois, il a 5 queues au lieu de 4 car Tama a augmenté sa capacité spirituelle après avoir médité pendant 10 ans dans l'espace étrange. Tama regarde Jinka affronter le dragon et se demande s'il peut maîtriser la technique qui vient avec la 5e queue. Jinka se rend compte qu'il a 3 fois plus de puissance qu'avant, mais ce n'est toujours pas suffisant pour vaincre Jinin. Jinin lui donne la chance d'attaquer en premier et Jinka transforme sa 5e queue en une épée géante pour l'attaquer. Jinin esquive facilement mais constate que Jinka n'est plus devant lui. Il a utilisé l'épée géante comme distraction pour se faufiler derrière Dragon Man et là, il utilise son coup de grâce qui combine la puissance des 5 éléments. Jinka envoie la boule géante remplie d'énergie spirituelle explosive vers Jinin qui envoie une explosion avec son énergie spirituelle sombre, contrant ainsi l'attaque. Lorsque la fumée se dissipe, nous voyons que Jinka et Jinin ont perdu un bras. Jinka saigne abondamment et a peur de mourir à cause de cela. Cette peur force son pouvoir caché et une 6e queue faite d'éclairs se manifeste sur son corps. Jinin se rend compte qu'il est trop dangereux pour être laissé seul et saute dans le ciel pour achever Jinka avec son coup de pied ultime. Jinka lance également ses éclairs vers lui mais avant qu'il ne puisse se faire face, un clone de la déesse de la montagne apparaît entre eux et les empêche de se battre. D'un simple mouvement du doigt, elle appuie sur Jinka et invoque une colline et des vignes puissantes pour piéger Jinin. Elle leur dit de ralentir leurs attaques, sinon ils finiront par endommager sa montagne. Sonia est choquée d'avoir arrêté si facilement l'attaque finale de son maître et Shine pense que le plan de Tama a fonctionné et qu'ils ont réussi à amener la déesse de la montagne dans la bataille. Elle comprend également cela et dit à Jinka qu'ils lui ont déjà fait comprendre mais montre ensuite son côté sombre et dit que l'entraîner dans ce combat leur coûtera cher. À ce moment-là, Jinin libère son pouvoir et détruit la colline qui le piégeait. Le clone de la déesse lui dit qu'il ne peut pas gagner un combat contre elle et utilise son immense pression spirituelle pour lui demander de s'excuser et de s'enfuir. Jinin lui dit fermement qu'il accomplira sa mission et demande au clone de se retirer. Elle dit qu'elle aime son attitude masculine et envoie soudainement des bras géants de terre pour l'attraper et le pousser à la surface de la terre. Sonia panique en voyant cela et se précipite pour attaquer le clone de la déesse. Elle l'attrape aussi et alors qu'elle scelle le trou dans lequel elle a jeté Jinin, Sonia hurle, appelant Jinin son père. Le clone piège Jinin dans une boule de vigne résistante. Pendant ce temps, la transformation spirituelle de Jinka est annulée et il s'évanouit. Tama et Rinzu se précipitent pour l'aider et le clone de la déesse remarque que Jinka a perdu beaucoup de sang, alors elle sort une graine de sa manche et l'enfouit dans sa main blessée, scellant la blessure. Cependant, le clone fait comprendre qu'elle n'a pas encore oublié le prix qu'ils doivent payer pour l'avoir manipulée. Tama lui demande ce qu'elle veut et la vraie déesse de la montagne émerge soudainement du sol. Elle dit qu'elle consommera probablement les âmes de Tama et Jinka une fois leur voyage terminé. Shine se demande si elle est sérieuse à propos de les manger, puis regarde le bras de Jinka, réalisant qu'il est toujours un fardeau pour le groupe. Le groupe part ensuite avec Rinzu à la recherche de l'esprit de la montagne, Tazan, dans le but de le sauver. Pendant ce temps, le grand prêtre apprend que Jinin et Sonia ont été capturés et que Jinka et son groupe approchent. Le grand prêtre informe Doran que même si Jinka est blessé, il sera probablement plus fort qu'avant. Doran, excité à l'idée d'un combat, conseille au grand prêtre de diversifier ses forces, car compter uniquement sur Jinin ne sera pas tenable à long terme. Il part se préparer pour le combat à venir, tandis que le grand prêtre se demande s'il doit libérer le deuxième groupe d'humains spirituellement améliorés. Bientôt, Doran rencontre le deuxième groupe, qui s'appelle les 10 saints. Il le défie en combat, affirmant qu'ils sont supérieurs et qu'il n'est plus nécessaire autant. Doran se transforme en tigre et les 10 saints prennent leur forme bestiale. Cependant, Doran les bête en quelques minutes et se plaint que la nouvelle génération est trop faible. Pendant ce temps, Jinka se réveille enfin, après avoir perdu connaissance depuis son combat contre Jinin. Il semble triste d'avoir perdu un bras, mais surprend tout le monde en serrant Tama dans ses bras et en lui disant que son plan a fonctionné. Il se sent soulagé qu'ils aient pu se débarrasser de Jinin au prix d'un seul bras. Tama, cependant, n'a pas le courage de lui dire que la déesse de la montagne veut dévorer son âme. Rinzu pense que son attitude est masculine, mais Jinka ne se souvient même pas de son nom. Shine est perplexe devant la façon dont Jinka peut rire, même après avoir perdu un bras. Mais Tama explique qu'ils n'ont pas d'autre choix que de l'accepter. Elle demande à Shine de sourire aussi, mais il déclare qu'il n'a pas le droit de sourire car il n'a pas pu sauver Shako. Tama essaie de le consoler en disant que Shako pourrait encore revenir à la vie dans quelques siècles et Shine accepte que ce serait génial et part. Juste à ce moment, Jinka lui demande d'acheter des boulettes sur le chemin. Jinka commente que malgré avoir perdu son bras, il se sent comme s'il était dans la meilleure forme possible. Tama accepte et dit qu'ils reprendront leur voyage le lendemain. Le lendemain matin, Rinzu donne au groupe des talismans, leur demandant d'écrire leur nom dessus. Elle explique que de cette façon, elle pourra utiliser sa technique d'invocation pour les appeler en cas de besoin. Jinka doute de sa capacité, tandis que Shine ne comprend même pas le concept. Rinzu décide de prouver ses compétences en invoquant un corbeau de sa montagne. Surprenant tout le monde, elle prévoit également d'utiliser les talismans pour
pour invoquer d'autres esprits qui veulent se battre contre le temple d'Angué, mais Tama l'interdit. Elle fait comprendre que leur combat est pour la justice et la réforme du monde, pas pour la vengeance. Rinzu accepte alors de n'invoquer d'autres esprits qu'en cas d'extrême nécessité. Le groupe arrive enfin au siège du temple d'Angué et décide d'entrer à nouveau par la porte d'entrée. Avant cela, Tama appelle Jinka pour un moment seul. Elle expose son épaule pour qu'il puisse boire son sang, ce qui augmentera encore plus son pouvoir spirituel. Alors que Jinka s'approche, il révèle ses désirs. S'il peut se transformer complètement en esprit après avoir obtenu le matériel de recherche de Dangué, son rêve est d'épouser Tama. Tama rougit lorsque Jinka lui avoue son désir de l'épouser. Elle essaie de jouer la situation en disant qu'elle devra d'abord faire grandir son corps, sinon les téléspectateurs trouveront cela très mal. Le Jinka accepte et avance en lui mordant l'épaule. Cette fois, Tama ressent un frisson particulier et grâce à cela, le Jinka se transforme enfin en un esprit complet, cette fois en manifestant ainsi que les deux retournent au groupe, déterminés à entrer ensemble dans le siège du temple d'Angué, car tout le monde a des affaires à régler avec les moines et leurs associés. Alors qu'ils traversent la porte principale, ils rencontrent Doran qui les attend seul. Tous les autres moines sont positionnés pour garder les autres sorties. Sans perdre de temps, Doran se transforme en tigre et commence le premier combat. Le Jinka avance avec son coup de poing en bronze, mais Doran le brise facilement, contre-attaque avec un coup puissant et le jette au sol. Le Jinka essaie de l'attaquer avec son bâton, mais l'attaque est inutile. Il essaie ensuite d'utiliser une autre queue en bois, mais Doran l'esquive et l'envoie voler à travers les zones avec un coup de poing bien placé. Pendant ce temps, Shine, qui est à bout de patience, remarque un clone du roi Shine qui se faufile dans l'ombre. Sans hésitation, il dégaine son épée et la frappe, éliminant instantanément le clone. De loin, le vrai roi Shine rit et se moque de Shine, l'invitant à venir se battre. Il part rapidement et Tama demande à Shine de ne pas crier à l'aide s'il est en danger. De retour dans la bataille principale, Jinka essaie d'utiliser sa queue éclair pour attaquer Doran, mais échoue à cause d'une mauvaise canalisation de son énergie spirituelle, ce qui donne à Doran une chance de contre-attaquer. Les deux continuent d'échanger des coups, tandis que Doran réfléchit à ses anciennes peurs de devenir un combattant inférieur. Il se souvient qu'il a poursuivi Jinin, un adversaire beaucoup plus fort, et que maintenant, même avec Jinka ayant plus d'énergie spirituelle, il peut toujours le vaincre. Jinka, allongé sur le sol, se rend compte qu'il a surestimé ses propres capacités, mais se relève avec une détermination renouvelée. Jinka décide de manifester un véritable miracle, en invoquant les techniques de toutes ses queues simultanément pour attaquer Doran. Malgré cela, Doran parvient à le repousser. Cependant, Jinka rit, affirmant qu'il commence à comprendre les mouvements de son adversaire. Avec l'aide de ses yeux de fée, il peut désormais prédire les prochains coups de Doran en observant précisément où son énergie spirituelle s'accumule. Lorsque Doran essaie de l'attaquer à nouveau, Jinka ressent quelque chose d'inhabituel. Une boule d'énergie spirituelle apparaît là où se trouvait sa main gauche détruite. Et au bon moment, il lance un coup de poing avec cette nouvelle main énergétique, frappant Doran et l'envoyant voler. Tama est choqué par la scène, tandis que Rinzu pense que c'est le résultat du pouvoir de la graine que la déesse de la montagne a planté dans son bras. Doran rit, disant qu'il a ressenti l'impact du coup, mais prévient que le combat à partir de maintenant sera spécial. Il concentre son énergie spirituelle dans ses poings, et soudain, des dizaines d'orbes spirituels apparaissent autour de lui, formant un spectacle terrifiant. Pendant ce temps, Shine continue de suivre le roi Shine, réussissant à couper un sac qu'il portait. Cependant, le sac explose, révélant qu'il s'agit d'un faux piège. Le roi Shine continue de narguer Shine et le conduit dans une grotte éclairée par des bougies. Au fur et à mesure de sa progression, la grotte devient de plus en plus sophistiquée, jusqu'à ressembler à une installation complète. Shine rencontre un moine blessé sur le chemin et, pris de rage, l'attaque. Cependant, le moine se révèle être l'un des 10 saints et se transforme pour bloquer l'attaque. Le moine lui demande comment Shine a réussi à pénétrer dans le cœur du laboratoire, mais Shine l'ignore, disant qu'il ne veut que le roi Shine. Soudain, le moine est poignardé au cœur par une lame géante. Derrière lui se trouve le roi Shine, qui se transforme en une créature gigantesque. Shine esquive le harpon tiré par le roi Shine, mais a à peine le temps de récupérer qu'il se retrouve face à des canons pointés directement sur lui. Le roi Shine tire ses canons spirituels, et Shine utilise la magie du vent de son épée pour s'accrocher au mur et esquiver les attaques, puis frappe le visage du roi Shine. Cela met en colère son adversaire, qui attaque à nouveau, mais Shine flotte dans les airs, esquivant avec agilité. Dans un mouvement inattendu, Shine change de stratégie et commence à fuir, forçant le roi Shine à le suivre. Pendant ce temps, dans le temple principal, Jinka est dans un combat acharné avec Dourin, qui le frappe avec une série de coups de poing incroyablement rapides. Et même en essayant de se protéger avec ses poings de bronze, Jinka est instantanément mis KO. Cependant, grâce à sa volonté impressionnante, il se relève. Et Dourin reconnaît son courage et explique que sa technique déforme l'espace-temps, ce qui lui permet de porter des centaines de coups en une seule seconde. Il révèle également que ce n'est que le début de sa technique et qu'il prévoit toujours de la développer davantage. Jinka, encore étourdi par les coups, réalise que sa main gauche, désormais formée d'énergie spirituelle, peut l'aider à calmer son esprit. Il choque tout le monde en enfonçant cette main énergétique dans son propre cerveau, débloquant un nouveau niveau de puissance. Il manifeste une 7e queue, faite d'une tempête de vent. Le combat reprend et Jinka utilise sa nouvelle queue pour augmenter sa vitesse, frappant Dourin avant qu'il ne puisse réagir. Dourin dit avec assurance que la même technique ne fonctionne pas 2 fois contre lui. Et en réponse, Jinka combine les 5 éléments dans son attaque finale. Il entoure Dourin d'attaques de foudre et de vent, et tente de le retenir. Malgré cela, Dourin compte sur sa propre vitesse pour s'échapper et attaquer Jinka. Et alors qu'il est sur le point de frapper, plusieurs silhouettes mystérieuses apparaissent derrière eux, interrompant le combat. Confus, Dourin et Jinka s'arrêtent. Et l'instant d'après, Dourin est touché par la puissance
puissante bombe spirituelle de Jinka. Tama court vers Jinka, lui demandant s'il a vu les étranges silhouettes. Et il confirme. Mais avant qu'il ne puisse comprendre ce qui s'est passé, Dourin émerge de la fumée, couvert de blessures. Il accepte sa défaite, offrant sa tête à Jinka. Mais Tama intervient, disant qu'il n'est plus nécessaire que quiconque tue qui que ce soit. Dourin admet qu'il s'est beaucoup amusé et peu de temps après s'évanouit. Regardant de loin, Lian Zen est choqué de voir que Dourin a été vaincu et panique, disant qu'il doit s'enfuir. Et la personne à côté de lui se moque de lui. Pendant ce temps, Shine s'occupe du roi Shine dans une pièce remplie de piliers. Il utilise ces piliers pour esquiver les attaques du roi Shine, tout en débattant avec son épée magique, qui suggère de l'emmener à découvert pour libérer toute sa puissance. Distrait par la conversation, Shine est presque touché par les canons spirituels du roi Shine. L'épée magique décide alors d'agir, chargeant Shine de sa volonté et obligeant le roi Shine à faire un trou dans le plafond. L'épée envoie Shine voler, mais le roi Shine l'essuie en utilisant des jetpacks sur son armure mécanique. Dans le ciel, le combat continue. Shine et le roi Shine échangent des coups avec leurs épées et l'épée magique devient philosophique, demandant à Shine de lever les yeux vers le ciel et de se libérer de ses désirs terrestres. Inspiré, Shine concentre toute sa puissance en une seule attaque. Il coupe le roi Shine et son armure mécanique en deux. Cependant, le roi Shine survit au milieu des décombres. Il tente une dernière attaque, mais Shine le désarme et les deux commencent à échanger des jus. Shine porte finalement un coup dévastateur, détruisant le corps artificiel du roi Shine, qui perd connaissance pour toujours. Shine tombe à genoux et hurle en réalisant que le roi Shine est mort. Pendant ce temps, Jinka s'approche de son épée magique, désormais consciente et transformée en esprit. Tama suggère à Shine de rentrer chez lui et de se reposer, mais il refuse, déclarant qu'il ne se reposera pas tant que les monstres qui ont créé les humains spirituellement améliorés continueront d'exister. Alors qu'il marche, Shine demande à Jinka s'il souhaite toujours devenir un esprit, et ils conviennent tous les deux qu'au fond, les esprits et les humains sont les mêmes. Jinka mentionne qu'il a trouvé un moyen de transformer son corps en esprit, mais Tama lui interdit de faire quoi que ce soit qui implique de modifier son cerveau. Les deux se regardent intensément, mais sont interrompus lorsque le sol commence à trembler. Rinzu envoie son corps explorer la zone, et son corps découvre quelque chose d'inquiétant. Le dieu de la montagne, Tazan, s'est réveillé. L'énorme forteresse mobile s'approche rapidement, ce qui représente un grand danger pour eux tous. Sans perdre de temps, Rinzu décide d'invoquer la déesse de la montagne, espérant qu'elle puisse mettre de l'ordre dans la situation. Mais à la surprise générale, l'invocation ne semble pas fonctionner, et Tazan essaie de les écraser avec ses pas gigantesques. Le groupe s'enfuit et Rinzu les rassure en leur expliquant qu'un être aussi puissant que la déesse de la montagne met du temps à se manifester. Heureusement, la déesse apparaît, apportant avec elle une montagne entière. Oui, une montagne avec des gens. La déesse regarde Tazan et déclare qu'il est temps pour lui de se reposer. Puis, d'un seul coup, elle le renverse. La gigantesque forteresse tombe au sol et à l'intérieur, Yazen et Kusunoha sont complètement terrifiés. Elle parle à Yanzen et lui dit que maintenant, il n'a qu'une seule option. Elle expose son épaule et Yanzen, sans hésitation, la mort. À ce moment-là, une lumière dorée commence à rayonner de la forteresse en ruine et Jinka remarque immédiatement une sensation familière. Yanzen émerge de la forteresse, transformé en esprit de renard à 9 queues, portant Kusunoha dans ses bras. Tama regarde la scène et, au même moment, Jinka lui dit d'avancer. Il vole vers Yanzen et Kusunoha, tandis que Shine se prépare également à agir. Rinzu saisit l'occasion et demande à Shine de l'emmener avec lui. Et au milieu du chaos, Yanzen demande à Kusunoha qui est le père de Tama. Kusunoha, avec un sourire énigmatique, lui répond par une question, lui demandant s'il veut vraiment savoir. Yanzen décide de laisser tomber le sujet et suggère qu'ils concentrent leurs efforts sur la fuite, surtout avec la déesse de la montagne devant eux. Mais la déesse n'a pas l'intention de les laisser partir sans punition. Elle tire des pains comme des missiles qui explosent en touchant leurs cibles. Yanzen crée une puissante barrière métallique pour bloquer les attaques, proclamant que la connaissance humaine peut vaincre des monstres comme la déesse. La provocation enrage encore plus la déesse qui enflamme toute la montagne avec des flammes intenses. Voyant que la situation est intenable, Yanzen et Kusunoha s'enfuient immédiatement. Cependant, Tama ne veut pas les laisser s'échapper. Elle demande à Jinka de la jeter dans leur direction. Il obéit, utilisant son point de bronze pour la propulser. Ainsi, Tama frappe Kusunoha d'un coup de pied en plein visage. Jinka atteint également Yanzen et libère ses queues pour l'attaquer. Mais Yanzen, désormais sous sa forme de renard, neutralise ses attaques avec facilité. Il utilise 2 de ses queues restantes pour contre-attaquer. Et Jinka parvient à peine à se défendre avec son bâton. À ce moment, la déesse de la montagne décide d'interrompre sa propre attaque pour éviter de mettre son apprenti en danger. Yanzen tourne alors son attention vers Tama, irrité par le coup qu'elle a porté à sa bien-aimée. Tama lui dit cependant de se taire, précisant que l'affaire est strictement familiale. Tama confronte sa mère à propos de ses choix et Yanzen, voulant intervenir, finit par être stoppé par Jinka. Et tandis que les deux échangent des coups, Yanzen se plaint et commence à envisager de s'enfuir avec un otage. Pendant le combat, Jinka demande à Yanzen de lui parler de ses expériences et de sa relation avec Kuko. Yanzen se contente de rire, refusant de répondre, ce qui pousse Jin à l'attaquer encore plus intensément. Pendant ce temps, Tama fait la morale à sa mère mais accuse Noah de rire en lui disant que lorsqu'on aime un homme, on doit l'accepter tel qu'il est. Cependant, Tama la réprimande en lui déclarant que Jinka et Genzo, qui dans ce cas est le père de Jinka, ne commettraient jamais d'actes impardonnables comme le fait Yanzen. Kusunoha, intriguée, demande si Tama est déjà tombée amoureuse de Genzo en lui disant que si c'est le cas, elle a fini par tomber amoureuse du père et du fils. La provocation laisse Tama momentanément sans voix, mais elle se reprend et déclare qu'elle ne comprend pas l'amour romantique. Au lieu de cela, elle prétend aimer tous les humains pour ce qu'ils sont. Tama se souvient de ses premières rencontres avec Genzo et Jinka, renforçant le fait que son amour est dirigé
dirigée vers l'humanité dans son ensemble. Kusunoha, à son tour, essaie de la convaincre de se joindre à eux, arguant que Yanzen peut la transformer en humaine, mais Tama refuse, affirmant que ses amis l'acceptent telle qu'elle est. Déterminée, elle jure d'arrêter Yanzen à tout prix, mais à ce moment-là, Kusunoha commente que Jinka se transforme en quelque chose d'inhumain. Lorsque Tama se retourne, elle remarque que Jinka mange désespérément des parties spirituelles pour augmenter son pouvoir. Il sourit de manière troublante et dit que la chair d'un dieu est vraiment savoureuse. Même Yanzen est choqué car il se rend compte que Jinka vient de dévorer le corps de la déesse pour absorber ses pouvoirs. Il prévient Jinka que les conséquences de cela ne seront pas bonnes. Soudain, une sensation douloureuse envahit le corps de Jinka et ses deux dernières queues, l'une de lumière et l'autre d'obscurité, émergent. Yanzen prévient Jinka qu'il entre en territoire dangereux et qu'à ce rythme, il ne restera pas humain très longtemps. Les deux commencent une bataille intense et ils se déplacent si vite l'un vers l'autre que seules des traînées de lumière peuvent être vues fendre l'air. Jinka semble avoir le dessus et parvient à repousser Yanzen, mais sa santé mentale s'affaiblit dans le processus. Pourtant, lorsque Tama appelle son nom, il reprend conscience pendant un moment et voyant l'ouverture, Yanzen essaie de l'hypnotiser et contre-attaque. Cependant, Jinka perd à nouveau le contrôle et avance. C'est à ce moment que Yanzen révèle un talisman d'invocation et juste au moment où Jinka s'apprête à le frapper, Tama apparaît devant l'attaque et est transpercé, mais tout n'est qu'une illusion et Kusunoha kidnappe le vrai Tama et disparaît. Jinka, croyant avoir tué Tama, est consumé par une douleur si intense qu'il irradie une énergie très sombre et hurle d'agonie. Il charge Yanzen, complètement furieux, mais avant qu'il ne puisse le frapper, quelque chose se produit. Jinka se retrouve piégé dans son propre esprit, confus et hurlant tandis que son corps hors de contrôle continue de se battre dans les airs contre Yanzen. Kusunoha retient Tama en otage tout en regardant la scène et en riant, commentant que Jinka est devenu quelque chose de complètement inhumain. Shine se rend compte que Tama a disparu et en déduit que Kusunoha l'a emmené. Il demande à Inzu de la retrouver tout en décidant de soutenir Jinka dans le combat. Inzu tente de l'arrêter en disant que c'est un suicide, mais Shine est déterminé à faire payer Yanzen pour ses crimes. Pendant ce temps, Yanzen utilise des illusions pour encercler Jinka furieux, l'attaquant de tous côtés. Piégé dans son esprit, Jinka se rend compte que le Tama qui l'a tué n'était qu'une illusion, mais la douleur de ce moment lui fait perdre le contrôle. Il tente de reprendre ses esprits, mais Yanzen le manipule, le guidant vers la déesse de la montagne. Yanzen prévoit d'utiliser Jin comme distraction pour s'échapper et lorsque Jinka avance pour attaquer Yanzen, Shine apparaît par surprise et parvient à le blesser d'une profonde coupure, mais se blesse également dans le processus. Shine tombe au sol, gravement blessé, et Jinka, voyant Shine saigner, sent quelque chose en lui se rompre. Il reste immobile pendant un moment, puis l'énergie de la forêt commence à couler vers lui. La déesse de la montagne panique à cette vue et ordonne à ses corbeaux de récupérer Inzu immédiatement. Elle décide qu'ils doivent sortir de là avant que le Jinka ne draine toute la force vitale de la zone. Kusunoha est également choquée par la vue et, distraite, elle relâche son emprise sur Tama qui en profite pour se précipiter vers le Jinka. La déesse se rend compte que le corps de Yanzen, que le Jinka a consommé, avec quelques restes de son pouvoir, agit comme un catalyseur, lui permettant d'absorber le pouvoir de la forêt et de la montagne. Elle déclare que le Jinka est en train de devenir une bête divine, quelque chose d'encore plus puissant qu'un renard à 9 queues, et qu'il détruira tout avant de mourir. Les queues du Jinka fusionnent en une seule, tandis que les arbres environnants se fanent et meurent. Il se transforme en une bête monstrueuse avec des dizaines de queues. À ce moment, les pouvoirs spirituels de Tama lui reviennent, la faisant grandir rapidement. Jinka, désormais hors de contrôle, avance contre Inzu et les corbeaux. La déesse de la montagne utilise son pouvoir pour sauver Inzu, la téléportant avec toute la montagne. Pendant ce temps, 5 mystérieuses figures apparaissent dans le ciel et figent le temps. La déesse, confuse, sent que ses présences sont faibles, mais elle ne peut les ignorer. Tout est figé, mais Jinka, sous sa forme bestiale, parvient à attraper l'une des mystérieuses figures, prête à la dévorer. À ce moment, Tama intervient et lui donne un coup de pied au visage, lui ordonnant d'arrêter cette folie. Jinka l'attrape par le cou et la partie consciente de lui hurle à l'esprit pour que son corps s'arrête. Tama le regarde et dit quelque chose d'assez drôle, disant qu'il est beau, même s'il l'étrangle. Ces mots font reprendre un peu le contrôle à Jinka. Il lâche Tama, qui le serre dans ses bras et lui rappelle ses paroles sur le fait de l'épouser lorsqu'il deviendra un esprit. Elle dit qu'elle était heureuse d'entendre cela et les larmes aux yeux, elle l'embrasse. Cependant, Tama sent Rinzo l'invoquer avec le talisman qu'elle avait reçu. Malgré son bon sens, elle est emportée avec Shine, disparaissant devant Jinka. C'est à ce moment-là que son explosion d'énergie se produit, dévastant toute la zone, détruisant même la poupée de transmission de la déesse de la montagne. Quelques jours plus tard, Shine se remet toujours de ses blessures et déterminée, Tama se lance dans un voyage pour retrouver Jinka. Rinzo est inquiet car même la déesse de la montagne n'a pas pu détecter Jinka après son explosion. Mais Tama croit toujours qu'il est vivant et promet de le retrouver même si elle doit le faire seule. D'accord, non?